Bonjour à tous. Je suis déjà présenté hier, mais comme médecin généraliste de centre de santé, oui, j'ai quelques, on va dire, fonctions représentatives au niveau national. Je suis président de l'Union syndicale des médecins de centre de santé. Je représente des médecins exerçant en centre de santé, qui soient médecins généralistes, médecins spécialistes, et dont la particularité, c'est que ce sont des médecins salariés, soit de structures centres de santé publics, soit de structures centres de santé associatifs loi 1901, soit de structures de centres de santé mutualistes, des centres de santé de principe à but non lucratif et à vocation de service public. Donc je vais aborder le thème qui m'a été confié du point de vue d'un médecin généraliste exerçant dans ce qu'il estime être un service public de santé ambulatoire. Et tout d'abord pour poser une problématique, en tous les cas un constat de ma position, c'est que nos collègues étrangers vont être encore, ne pas être surpris, c'est qu'on va encore bien sûr illustrer le thème par l'exemple de la France. Aujourd'hui, on ne peut que constater qu'une chose, c'est qu'il y a une attaque évidemment à la fois conjointe contre la protection sociale française, la sécurité sociale, et en même temps contre les services publics, et tous les services publics. Pour ce qui est de la santé, il y a déjà eu des interventions, à la fois à la table et puis dans la salle, pour rappeler qu'aujourd'hui on ferme des hôpitaux de services publics. Et dans le même temps, on transfère des missions dites de service public à des cliniques, à des établissements privés à but lucratif. Donc ça, c'est un constat. Tout de même, une chose, j'ai le sentiment, j'ai la conviction, puisqu'on est quand même sur un débat sur la protection sociale et sur le rapport avec les services publics, c'est qu'il ne peut pas y avoir de protection sociale de haut niveau, mais qui soit efficace, qui dispense évidemment, on va dire, les services qu'on attend d'elle, cette protection sociale à la population, sans, à côté, un service public lui-même de haut niveau, un service public renforcé, un service public efficace. Alors déjà, évidemment, il y a quand même des valeurs partagées, des principes partagés entre les services publics et la protection sociale. On les a cités hier, les principes d'égalité, d'universalité, et puis derrière ce principe de solidarité qui a prévalu à la création des uns et des autres. Le service public a quand même pour objectif de donner accès, que ce soit en France ou ailleurs, je pense que ça ne sera pas contesté par nos collègues étrangers, à des services d'intérêt général à toutes et à tous, à toute la population, sans discrimination, avec des principes importants qui me paraissent essentiels à rappeler et qui sont, à mon avis, doivent être partagés par tout système de protection sociale. Les principes, évidemment, de primauté de l'intérêt général, toujours sur les intérêts financiers ou les intérêts particuliers, et les principes de neutralité. C'est essentiel. Pas de discrimination, évidemment, dans l'accès aux services publics ou aux services délivrés par une protection sociale. Pas de discrimination. Ça fait écho, évidemment, à un débat extrêmement important en France sur la laïcité, par exemple. Alors, tout de même, pour illustrer quand même, parfois, on va dire la contradiction, ou en tout cas le paradoxe, entre le beau système de sécurité sociale qui est le nôtre, tout de même encore, enfin, on sait qu'il est attaqué, on en a parlé depuis hier, pour l'illustrer auprès de nos collègues étrangers, mais aussi pour vous rappeler à vous. Je vais vous montrer en quoi le défaut d'un service public, justement, met en échec la protection sociale. C'est tout simplement l'absence de service public dans l'offre de soins ambulatoires, l'offre de soins de premier recours. Vous savez que la particularité de la France, c'est d'avoir d'une part un système de soins de santé hospitalier, donc qui est certes attaqué, mais qui fait encore évidemment référence dans le monde, et qui est majoritairement et toujours pour l'instant, d'accord, fondé sur un service public hospitalier. Et à côté de ça, on a parlé tout à l'heure de la charte de la médecine libérale, 1927, sauf erreur de ma part, s'est développée via, d'une part, le lobbying de nos collègues médecins libéraux de l'époque, via l'accord évidemment des autorités, un système de santé qui, lui, est totalement libéral, qui sont, si j'étais péjoratif, je dirais que c'était l'ubérisation avant Uber, que c'était des auto-entrepreneurs avant la création d'auto-entreprises, mais un système qui a voulu défendre d'arrache-pied, d'accord, une certaine conception de la liberté d'entreprendre, mais tout de même qui, après la guerre, a pris son essor
s'est développé sur la protection sociale, grâce à la protection sociale, grâce à la solvabilité qui a été donnée par la sécurité sociale à l'ensemble de la population. Alors ça a marché, hein, c'est vrai, ça a marché, hein, d'accord, avec quand même des curiosités quand même. Hein. On a dit hier, et c'est la directrice qui nous l'a rappelé, d'accord, que le principe quand même d'une protection sociale, telle qu'elle est défendue par l'OIT, c'est le principe de la dispense de frais, par exemple, hein, d'avance de frais. Hein, il n'y a pas de paiement direct. Hein. Le service public, le principe, même s'il est balayé, ben, c'est quand même le principe de gratuité. Donc c'est quelque chose qui les rapprochait. Eh bien, même avec une protection sociale comme la sécurité sociale, eh bien la dispense de frais n'existait pas et vous aviez ce paradoxe qui faisait que les usagers du système de soins français en ambulatoire devaient d'une part cotiser et puis d'autre part payer à nouveau directement, hein, d'accord, leur médecin avant d'espérer, j'exagère, mais avant de se faire rembourser. Voilà, donc c'est un système parfois qui n'a ni queue ni tête et qui en tous les cas n'est pas forcément le plus efficace ou le plus pertinent. Bon, toujours est-il qu'il a répondu aux besoins des territoires de la population française pendant des années, incontestablement. Et puis, qu'apprenons-nous aujourd'hui? Enfin, que découvrons-nous depuis quelques années, d'accord? Donc, aux surprises encore pour nos collègues étrangers, eh bien, en France, aujourd'hui, une partie de la population française n'est plus en mesure d'accéder à des soins dits de premier recours, n'ont plus accès à leurs médecins de famille, leurs médecins généralistes. Pour ce qui est des médecins spécialistes, nous n'en parlerons pas non plus, et se retrouvent confrontés à par ces difficultés d'accès aux soins, à une démasse, incontestablement, dans le cadre de la sécurité des soins, dans le cadre de la bonne prise en charge, évidemment, de ces patients, par rapport à des maladies qui deviennent, comme vous le savez, de plus en plus complexes, et qui associent plusieurs maladies chroniques, et qui justifient, bien au contraire, une intervention de la part du corps médical, de la part pas que des médecins, mais de l'ensemble des intervenants, y compris médico-sociaux, toujours de plus en plus complexes. Donc on arrive au bout d'un système où un système de protection qui est quand même encore et toujours quand même de très haut niveau, d'accord, ne garantit plus à la population française l'accès aux soins de premier recours. Donc un système qui est en échec. Que pouvons nous faire? Ou qu'aurions pu nous faire? Eh bien, peut-être qu'on aurait pu imaginer un système effectivement de santé ambulatoire, un maillage territorial de service public, tout simplement. Ça n'a pas été le choix à l'époque, mais aujourd'hui, c'est bien le choix que va devoir faire, ou que vont devoir faire, mais que ne veulent pas faire, en tous les cas, ceux qui nous gouvernent, très certainement. Mais en tous les cas, il est là pour témoigner que une bonne protection sociale, mais un mauvais système de soins, finalement, ce système il est en échec et ne permet pas d'accéder au droit à la santé tel que la population française est en droit, en tous les cas, de le demander. Alors, tout de même, pour évidemment resituer dans le contexte, aujourd'hui, alors que nous parlons de déserts médicaux, aujourd'hui, où tout le monde a pris conscience, évidemment, de ces difficultés. Hier, on a entendu, par exemple, Omar Brixi, de manière très provocante, très certainement, nous le connaissons bien, dire la démographie médicale en France, c'est un faux problème, il y a assez de médecins en France. Donc, il suffirait de réguler, par exemple. Vous connaissez l'opposition absolument terrible, d'accord, de nos collègues libéraux à toute idée de régulation. C'est partagé d'ailleurs par les jeunes. Hein. Ils sont très attachés au principe de liberté d'installation. Ensuite, que faire alors? Que faire? D'accord? Donc, aujourd'hui, on réinvente en fait les conditions d'un nouvel échec. Aujourd'hui, on propose donc aux médecins de se regrouper, comme vous le savez, d'accord, dans des structures qui s'appellent des maisons de santé pluriprofessionnelles libérales, et en leur laissant la liberté de s'installer, bien sûr, d'accord, même en les encourageant à s'installer lorsqu'ils ont dit je vais m'installer là, sans prendre évidemment en compte forcément toutes les dimensions des problématiques d'accès aux soins des populations sur les territoires, etc., etc. Et vous avez entendu évidemment et les discours de M. Sarkozy, les discours de M. Hollande, en fait leurs ministres respectifs à la santé, et aujourd'hui M. Macron et Mme Buzyn, d'accord, qui annoncent que nous allons poursuivre évidemment cette voie-là, et que nous n'allons pas changer de paradigme, ou en tous les cas remettre en cause et prendre conscience évidemment de l'échec effectivement de ce système libéral, malgré toujours cette formidable protection sociale que nous avons. Cela va si loin que les centres de santé, qui sont un modèle
qui est quand même un modèle largement répandu dans le monde, d'accord, qui est basé quand même sur des principes dans le monde, d'accord, d'accès aux soins pour tous, d'accessibilité sociale aux soins, de médecine d'équipe. Les centres de santé français auraient pu évidemment représenter une alternative intéressante. Elle l'est d'ailleurs pour un certain nombre d'élus en France qui choisissent ce modèle en investissement d'argent public plutôt que d'investir dans une maison de santé pluriprofessionnelle libérale, et plutôt avec succès. Donc les succès se comptent évidemment par dizaines. Nous ne sommes pas comme le gouvernement ou parfois quelques-uns de mes collègues à parler de centaines de milliers de réalisations de maisons de santé pluriprofessionnelles qui seraient formidables et qui répondraient évidemment aux enjeux. Non, nous sommes quelques dizaines, mais en tous les cas, ces dizaines de réalisations sont là pour dire que ces centres de santé, qui sont tous publics, qui sont tous créés par des collectivités ou en tous les cas des organismes à but non lucratif, permettent en tous les cas, sur ces territoires, de répondre aux besoins. Alors je ne sais pas pourquoi, mais au moment où nous sommes en mesure de démontrer qu'il y a une autre voie, au même moment, et là vous allez comprendre un petit peu toutes les interrogations générales que nous pouvons avoir sur la financiarisation de la protection sociale, la financiarisation de la médecine, au même moment, eh bien, le gouvernement Macron, Madame Buzyn, son cabinet, décide de modifier, en tous les cas, une proposition de modification des textes réglementaires concernant les centres de santé via une ordonnance qui devrait paraître le 26 janvier au plus tard 2018, donc demain. Que dit ce texte? Jusqu'à présent, les centres de santé étaient des structures de soins de premier recours, premièrement. Deuxièmement, qui étaient gérés par des organismes qui, par leur définition, étaient à but non lucratif, moyennant une petite, déjà, un petit coup d'épée lié à la loi Bachelot, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, ça disait ça jusqu'à présent, et évidemment, ça répondait manifestement, en tous les cas, aux aspirations des usagers, aux aspirations des professionnels de santé, et là où ils étaient installés, évidemment, aux besoins des populations et des territoires. Donc, que propose Mme Buzyn et M. Macron? C'est de modifier ce texte, et désormais de dire que, premièrement, ce ne sont plus des structures de soins de premier recours, ce sont des structures de soins de proximité, et surtout, deuxièmement, que les établissements privés lucratifs pourront désormais gérer un centre de santé. Donc, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'immédiatement, dans les semaines qui suivent, le président de la Fédération d'hospitalisation privée, M. Hermine Garbi, s'est exprimé au cours d'un colloque et dans les médias pour annoncer qu'évidemment, la Fédération d'hospitalisation privée était très intéressée et investirait et dans les centres de santé, et dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, et plus largement dans les soins primaires. Alors, si, d'une part, on a une protection sociale qui, aujourd'hui, ne peut plus s'appuyer correctement sur les services publics, et je ne parle pas que de la santé, on pourrait parler, par exemple, de l'éducation nationale, on pourrait parler des transports, mais si on revient sur la santé, et ne peut plus s'appuyer via des structures qui permettaient de mailler correctement le territorial, au moins en service d'hospitalisation, mais qu'en plus, aujourd'hui, le gouvernement a introduit les investisseurs privés à but lucratif dans le cadre de l'organisation des soins et des soins primaires. On peut déjà annoncer, d'accord, que là, évidemment, des catastrophes s'annoncent. Puisqu'évidemment, le principe même d'une structure à but lucratif, contrairement au service public, n'est pas l'intérêt général, mais évidemment, l'intérêt de cette structure, l'intérêt, évidemment, de ses actionnaires, peuvent être de toutes sortes, d'accord, mais en tous les cas, certainement pas... je le répète, l'intérêt général. Je crois qu'aujourd'hui, je vais en terminer là, c'est déjà un peu long, j'aurais aimé en parler plus, mais je ne vais pas gâcher parce qu'il va y avoir une référence aux États-Unis, je pense que c'est une bonne référence, donc tu compléteras, d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de protection sociale de haut niveau sans un service public, évidemment, de haut niveau. Un service public qui assure la continuité, évidemment, des droits sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble, évidemment, de la population. Et c'est un enjeu, et je dirais c'est réciproquement. C'est-à-dire que la protection sociale n'aurait pas de sens, elle n'a pas de sens si derrière, il n'y a pas un service public qui, évidemment, est là, à ses côtés, pour le soutenir, pour le pousser, et garantir, évidemment, l'accès à tous aux droits et aux services que nous attendons ici ou ailleurs. Un dernier constat tout de même, un premier constat, c'est que j'ai remarqué, j'ai voyagé récemment en Afrique, au Japon, j'en suis très heureux, j'ai découvert évidemment d'autres systèmes, parfois effectivement en Afrique les choses sont particulièrement difficiles et délicates, mais en gros,
quand la protection sociale est défaillante, le système de service public est défaillant, dysfonctionne, en Afrique. Il n'y a pas de protection sociale ou des choses totalement inappropriées, mais bon, on verra l'évolution. Et les systèmes aussi de service public dysfonctionnent. Et alors, à côté de ça, se mettent en place, heureusement, via des militants, via des gens qui pensent à l'intérêt général, des services, au contraire, qui pallient le déficit, effectivement, de service public, et qui, à ce moment-là, deviennent des militants de la protection sociale. Nous avions notre collègue sénégalais, il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà. On a vu aussi l'aventure de Myrène, qui correspond aussi à un moment donné le constat que les services publics et la protection sociale japonaise ne suffisent pas. Et développent à ce moment-là, là où ils le peuvent, avec leurs moyens, un système qui aussi, à terme, est de service public. Et puis, il me semble, mais c'est peut-être une erreur d'appréciation, j'ai l'impression, en tous les cas, clairement, dans nos pays alors, développés, capitalistes, que là où la protection sociale va mal, là où les services publics vont mal, la démocratie va mal aussi. Voilà. Merci pour votre attention.